C'était donc ça, sa protection désormais, un vieillard couvert de poussière qui tenait à peine en selle. Le rire sec de Cole Garrison fendit le silence du cimetière comme un coup de fouet, bientôt rejoint par ceux de ses frères, Frank et Jesse, qui observaient la scène depuis leurs chevaux, alignés au bord du terrain d'enterrement. Les habitants de Redemption Flat s'étaient déjà écartés, paniqués. Les femmes tiraient leurs enfants derrière elles, les hommes se tassaient derrière les pierres tombales, et même le prêcheur avait laissé sa Bible tomber dans la terre. Sarah Brennan restait immobile près de la tombe fraîche de son mari, la lourde robe noire collée à sa peau par la chaleur texane. À ses côtés, un homme âgé, grand, aux cheveux d'argent et au manteau usé par la route, releva lentement la tête. Ses yeux bleu pâle, glacial comme un ciel d'hiver, se posèrent sur Cole avec une immobilité qui est toujours tressaillir les hommes intelligents. « Madame, dit-il d'une voix posée, mettez-vous derrière moi, je vous prie. » Cole se pencha en avant sur sa selle, hilar. « Vous entendez ça, les gars? Le fossile veut la protéger. » Il cracha au sol. « Vieil homme, t'as 10 secondes pour remonter sur ce qui t'a amené ici et déguerpir. C'est une affaire Garrison. » Sarah agrippa le bras du vieil homme. « John. Ils sont 3. C'est eux qui ont tué Tom. » John Brennan, arrivé le matin même pour l'enterrement de son fils, ne lâchait pas les Garrison du regard. « Je sais compter, ma fille. Et je sais ce qu'ils ont fait. » Le sourire de Frank s'effaça. Quelque chose dans la posture de John l'inquiétait. Son regard glissa vers les 2 revolvers à ses hanches, des colts de cavalerie, anciens mais entretenus comme neufs, avec des poignées en os gravés d'initiales. « Attends, » murmura Frank. « Cole, regarde ses armes. » Cole posa la main sur son propre revolver. « Je m'en fiche, même s'il portait les pistolets de Lincoln lui-même. Ce n'est qu'un vieux fou. » La main de John se déplaça. Pas à la vitesse d'un jeune homme, mais avec une précision façonnée par des décennies. L'arme sortit de l'étui, s'arma et se pointa vers Cole dans un geste unique, fluide et sûr. Frank inspira brusquement, les initiales apparaissaient clairement. JTB, marquage de la 5e cavalerie. Cole. C'est John Brennan. Le John Brennan. Le sourire de Cole se figea. Quoi? Éclaireur de la 5e, guerres Apaches, le démon aux 2 colts. John répondit d'une voix basse, « Je suis l'homme dont tu as assassiné le fils. Et je t'offre une seule chance de tourner les talons et de ne jamais revenir. Sinon, je vous abats tous les 3 là où vous êtes. » Cole voulut répliquer, mais John ajouta, « Ne bouge pas encore. Si cette histoire te plaît, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner à Wild West Radio. Maintenant, écoute. Voici le moment où tout va changer. » Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Elle n'avait rencontré John que 4 heures plus tôt, lorsque son cheval était apparu au début de la cérémonie. Tom avait rarement parlé de son père en 5 ans de mariage. Une seule fois, tard dans la nuit, il avait dit que son père était un homme dur, parti lorsqu'il avait 16 ans. Un tueur, voilà comment Tom l'avait décrit. Cole fulminait. « Tu peux pas nous descendre tous les 3, vieux. Même si t'es rapide, ce dont je doute, tu tomberas avant d'avoir fini. C'est de la logique simple. » Peut-être, admit John. Mais je te tuerai, toi, en premier. Ça, c'est certain. Tes frères mourront peut-être ensuite, mais tu seras mort avant de toucher terre. Le temps sembla se figer. 5 secondes. Dit Frank céda le premier, ça vaut pas la peine de crever aujourd'hui, Cole. Lâche, hurla Cole, mais la sueur coulait déjà de ses tempes. Jesse reculait aussi. Frank a raison. On s'en va. Cole grinça des dents. C'est pas fini, vieux. On brûlera votre ranch. On vous tuera tous les 2. John fit feu pas sur Cole, mais au sol, juste devant son cheval. L'animal se cabra en hurlant. Quand Cole reprit le contrôle, John tenait désormais ses 2 colts pointés sur lui. La prochaine balle traverse de la chair. Maintenant, partez. Ils partirent, Cole en dernier, balançant des menaces emportées par le vent. Les habitants sortirent lentement de leur cachette. Sarah s'effondra près de la tombe. John rangea ses armes et s'agenouilla. Des larmes traçaient des sillons dans la poussière de son visage. « Je suis désolé, murmura-t-il. Désolé de ne pas avoir été là. Désolé d'être parti. Désolé que ce soit sa mort qui m'ait ramené. » Sarah regarda cet inconnu pourtant lié à elle, cette légende vivante qui venait de la sauver. « Ils reviendront. »
John hocha la tête. Je sais. Et quand ils reviendront, je serai prêt. Je te le jure. 3 heures plus tard, assis face à face dans la petite cuisine, Sarah étudiait John. Les 2 colts reposaient sur la table. John avait retiré son manteau, révélant un corps sec, marqué de cicatrices, brûlures, coups de lame, un doigt manquant. Tom ne parlait pas beaucoup de toi, dit-elle. Seulement que tu étais parti quand il avait 16 ans, que tu avais été éclaireur, et que tu étais l'homme le plus dangereux qu'il ait connu. John fixait son café. J'ai été un tueur. Cavalerie de l'Union, puis éclaireur, puis chasseur de primes. J'étais doué. Trop doué. Tom voyait ce que ça faisait d'un homme. Il me voyait rentrer couvert de sang. Je suis parti parce que je l'aimais. Je pensais qu'il aurait une meilleure chance sans moi. C'était un homme bon, répondit Sarah. Il a bâti ce ranch à la force du poignet. Il traitait chacun avec respect. Et les Garrison l'ont abattu dans le dos parce qu'il refusait de leur vendre. Les mains de John se crispèrent. Je recevais ses lettres. Chaque année, il me parlait du ranch, de toi. Je n'ai jamais répondu. Je croyais que c'était mieux comme ça. Et maintenant il est mort. Et je n'étais pas là pour le protéger. Ce n'est pas ta faute. Je ne lui ai jamais appris à être assez dur pour ce pays. À comprendre que parfois, il faut tuer avant d'être tué. Sarah s'approcha de la fenêtre, regardant les 200 acres pour lesquels Tom était mort. Je ne vendrai pas. Je ne fuirai pas, ça, je m'en doutais, dit John. Il écrivait que tu étais la personne la plus forte qu'il connaisse. Il remit son ceinturon. Alors on se prépare. Parce que quand ils reviendront, ils ne seront pas seuls. Et si on veut survivre, il faudra être prêt à tuer. Tu es prête? Sarah repensa au corps de Tom et aux balles dans son dos. Oui. Peu importe ce qu'il faudra faire. Le lendemain, elle enfila des vêtements de monte et attacha le revolver de Tom. Sa robe de veuve lui semblait déjà appartenir à une vie révolue. John était dans la grange, veillant ses chevaux comme s'il dormait l'œil ouvert, un fusil toujours à portée. Ils gagnèrent Redemption Flat peu après l'aube. Les conversations cessèrent lorsqu'ils descendirent la rue principale. Tout le monde savait ce qu'il s'était passé au cimetière et ce que cela annonçait. Ah! La boutique Hutchinson, l'épicier blêmi. Madame Brennan. Monsieur Brennan, que puis-je faire pour vous? Des munitions, dit John. Calibre .45. 6 boîtes. Et des vivres, haricots secs, café, sel, porc salé, farine. Des fournitures médicales, bandages, acide carbolique, laudanum. Les mains du commerçant tremblaient. Monsieur Brennan, je veux pas d'ennui. Les Garrison sont de bons clients. Je peux pas me les mettre à dos. Tu es payé, non? Fit John d'un ton neutre. C'est du commerce. Oui, mais ils l'apprendront. Ils penseront que je prends parti. Sarah s'avança. Mon mari a acheté chez vous pendant 5 ans, monsieur Hutchinson. Il l'avait payé honnêtement et l'avait toujours traité avec respect. Pourtant, les Garrison l'avaient assassiné. Si tu t'inquiètes des conséquences, tu aurais dû y penser quand Tom était encore en vie, dit John. Hutchinson pâlit. J'ai une famille, une femme, 3 enfants. Ils ne puniront pas tous ceux qui font affaire avec nous, répondit John. Ils ne sont pas assez stupides. Il compta les billets sur le comptoir. Alors, tu vends ou pas? Hutchinson hésita, puis emballa les fournitures. Je vais vendre, mais ne m'attirez pas d'ennui. Il chargeait les provisions lorsque Marshall Wheaton arriva, la soixantaine, moustache grise, regard fatigué. Madame Brennan, monsieur Brennan, je dois vous parler. Dehors, il baissa la voix, les Garrison déposent une plainte. Ils affirment que vous les avez menacés de mort sans raison. Ils exigent votre arrestation. La colère monta en Sarah. Ils ont tué Tom. Je n'arrêterai personne, pas encore, dit-il. Mais vous devez comprendre ma position. Les Garrison possèdent la moitié du comté. Ils ont des avocats, des juges, des politiciens. S'ils poussent cette affaire, je n'aurai pas le choix. Tu feras ce qu'ils te diront, répondit John sèchement. Parce que tu as peur. Bien sûr que j'ai peur, admit Wheaton. Je n'ai que 2 adjoints, tous les 2 inexpérimentés.
Et les Garrison emploient 20 hommes armés, des professionnels. Si ça tourne à la guerre, des innocents vont mourir. Je fais tout pour l'éviter. Sarah cracha, en nous demandant de fuir. En vous demandant d'être intelligent. J'ai connu Tom, c'était un homme bon, honnête. Ce qui lui est arrivé est un meurtre, mais je ne peux rien prouver. Les Garrison prétendent la légitime défense, et leurs hommes jurent que Tom a dégainé le premier. Je n'ai aucune preuve du contraire. Le juge itinérant arrive le mois prochain. Même si je porte plainte, l'affaire sera rejetée, et après cela ils seront intouchables. John écoutait en silence. Ce que tu dis, Marshall, c'est qu'il n'y a pas de loi pour des gens comme nous. Les Garrison sont la loi, parce qu'ils ont l'argent et les armes. Le shérif sembla s'effondrer. Je suis un homme, pas un héros. Je veux empêcher cette ville de brûler. Si vous partez en guerre, elle brûlera. Alors tu veux qu'on vende et qu'on parte. Je veux que vous restiez en vie. Si vous restez, vous mourrez, tous les deux. Ils partirent à cheval, sentant les regards derrière eux. Wheaton restait debout, vieilli, vaincu. Il n'y a pas de loi, murmura Sarah. Juste le pouvoir, répondit John. Et la volonté de s'en servir. Sarah serra les dents. Alors nous nous en servirons aussi. Ce même après-midi, 2 cavaliers approchèrent. John porta la main à son arme, mais Sarah, regardant dans la longue vue de Tom, secoua la tête, pas des Garrison. L'un est une femme. Les cavaliers s'arrêtèrent à 50 mètres. La femme portait des vêtements d'homme. Madame Brennan, je m'appelle Margaret Cole. Peut-on parler? Qui êtes-vous? Des alliés, si possible. Sarah leur fit signe d'approcher. Margaret avait le regard vif et les mains calleuses. L'homme à ses côtés, Robert Finch, était son contremaître. Elle observa le ranch. Votre mari avait bâti un bon endroit. C'était un bon voisin. Je suis désolé pour votre perte. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que les Garrison sont des salauds et que j'en ai assez de les voir détruire tout ce qui est digne. Ils ont tué Tom parce qu'il refusait de vendre. Ils me harcèlent depuis 2 ans. Quand j'ai tenu bon, ils ont empoisonné mon eau et tué 50 têtes de bétail. Le shérif n'a rien fait. John demanda, « Que attendez-vous de nous ?»« Rien. Je vous propose mon aide. J'ai 10 hommes, de bons hommes. Si les Garrison s'en prennent à vous, ils viendront ensuite chez moi. On ferait mieux de tenir ensemble. » Une lueur d'espoir traversa Sarah. « Vous vous battriez avec nous ?»« Avec n'importe qui prêt à leur résister, » dit Margaret. « J'ai trop peur depuis trop longtemps. Si vous tenez votre position, j'en suis. » Finch prit la parole, « J'étais à Fort Apache. J'ai entendu parler d'un éclaireur nommé John Brennan, 2 colts à la ceinture. C'est vous? » Autrefois, répondit John. Finch hocha la tête. Alors on a peut-être une chance. Les Garrison ont engagé 4 hommes hier. Des tueurs du Kansas, dont Donovan. Un homme rapide et cher. Ils ne recrutent pas ce genre de type sans raison. L'espoir vacilla. 24 hommes armés contre 4. De mauvaise chance, mais pas impossible, dit Margaret. Ils s'assirent autour de la table. John déploya une carte dessinée à la main. Margaret ajouta les patrouilles, les itinéraires des convois. Finch proposa des positions défensives et des stratégies militaires. Un plan naquit. Ils n'attaqueront pas de front, dit John. Ils nous isoleront, brûleront nos bâtiments, couperont les vivres. Puis ils frapperont fort. Alors on frappe les premiers, proposa Margaret. Attaques éclairs, ajouta Finch. Feu de paille, chevaux dispersés, lignes télégraphiques coupées. Qu'ils se défendent au lieu d'attaquer. Sarah réfléchissait. Mais ils finiront par nous coincer. Et là, on perdra. Pas si on choisit le terrain, répondit John. Devilles Canyon. Un passage étroit. 10 hommes peuvent en retenir 50. Comment les attirer? Avec un appât. Il regarda Sarah. Ils te veulent autant que le ranch. Si tu fais semblant de fuir seul, ils fonceront. Et nous les attendrons. Tu veux que je serve d'appât? Seul? Pas seul. Nous serons cachés. Mais ils doivent croire que tu es vulnérable. C'est trop dangereux,
protesta Margaret. Alors je mourrai en me battant, répondit Sarah, plutôt que d'attendre qu'il nous brûle. Tu es sûr? Demanda John. Oui. Alors demain, on envoie la rumeur que tu pars pour El Paso. Ils suivront. Ils préparèrent armes, munitions, positions de tir. La nuit venue, Sarah ne dormait pas. Le rôle était simple, jouer la veuve terrorisée, attirer les monstres. Elle aurait dû trembler, mais elle se sentait froide et déterminée. Un coup à la porte. John. Il avait mauvaise mine, pâle, fiévreux. Je voulais m'assurer que tu vas bien. Je vais bien. Elle inspira. John, si quelque chose tourne mal, si je suis capturé, ne viens pas me chercher. Termine le plan. Promets-le. Il secoua la tête. Tu dois. Après un long moment, il céda. Je te le promets. Mais tu t'en sortiras. On gagnera. À l'aube, le ciel s'embrasait d'un rouge sang. Sarah était déjà à cheval dans l'obscurité prématinale, vêtue de ses habits d'équitation, portant seulement son sac de couchage et sa gourde. Elle avait l'air d'une femme fuyant, désespérée, seule. Exactement ce qu'il fallait. John l'observait depuis l'ombre. Margaret serra sa main une fois. Puis Sarah partit, se dirigeant vers l'ouest, en direction du canyon du Diable. Elle pressa son cheval, mais pas trop. Assez vite pour paraître paniquée, mais assez lentement pour que les garnisons puissent la rattraper. Le paysage était magnifique. Tom l'avait adoré. Il en était mort. Maintenant, elle pourrait mourir pour lui aussi. 2 heures plus tard, un nuage de poussière apparut derrière elle, des cavaliers, nombreux. Son cœur s'emballa. C'était réel. Elle pressa son cheval, jouant son rôle. Derrière elle, des rires et des cris résonnaient, pleins de confiance et de folie. Le canyon du Diable se dessinait devant, une faille dans la terre. Sarah galopa vers lui. Derrière, les cris s'intensifiaient. Un coup de feu éclata, la balle passa à côté. Une autre, plus proche. Il tentait d'abattre son cheval. Elle atteignit l'entrée du canyon et s'y engouffra. Les parois rouges s'élevaient de chaque côté. Le chemin se rétrécissait derrière elle. Les garnisons la suivaient, au moins 15 cavaliers, peut-être plus. Tous engagés, tous dans le piège. Parfait. Sarah s'enfonça plus loin dans le canyon. 100 mètres. 200 mètres, puis elle aperçut le miroir brillant au sommet, le signal de John. Le piège était prêt. Elle aiguilla son cheval vers l'extrémité sûre, et derrière elle, l'enfer s'ouvrit. John donna l'ordre. Les fusils résonnèrent depuis les parois. Le feu concentré fut dévastateur. Les cavaliers de tête tombèrent instantanément, leurs chevaux hurlant, les hommes s'effondrant. Les autres tentèrent de fuir, mais les hommes de Margaret avaient bloqué l'entrée. Les garnisons étaient piégées, prises dans un feu croisé sans échappatoire. C'était un massacre, pas une bataille. Certains tentèrent de descendre de cheval, mais les balles les atteignaient. D'autres essayèrent de charger, d'autres de se rendre. Rien n'arrêta le feu. Sarah atteignit l'extrémité, descendit, prit son fusil et se positionna. Elle tira méthodiquement, sans émotion, ces hommes avaient tué Tom. Le combat dura 5 minutes. Quand la fumée se dissipa, 23 hommes étaient morts, et Sarah se tenait sur le rebord, fusil vide, contemplant l'horreur. John apparut à ses côtés, le visage blême de douleur. Frank et Jessie n'étaient pas avec eux. Ils ont envoyé leurs troupes, mais sont restés en arrière. Il faut en finir. Non, répondit Sarah. Il faut régler ça maintenant. Elle descendit et marcha parmi les morts. Elle trouva Cole Garrison près de l'entrée, criblé de balles. Les mercenaires du Kansas étaient tous morts. Tout était terminé. Elle prit une grande inspiration, amenez les chevaux. Nous allons au ranch Garrison maintenant, et Frank et Jessie vont recevoir une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Ils arrivèrent au ranch à midi. 14 combattants épuisés, menant des chevaux chargés de cadavres. Sarah ouvrait la marche, fusil sur la selle. Le ranch était étrangement silencieux. La plupart des hommes étaient morts au canyon du Diable. Il ne restait que quelques vieillards, cuisiniers et palefreniers. Frank et Jessie sortirent de la maison principale. Frank pâlit en voyant les corps. Jessie eut l'air de vouloir vomir. « Qu'avez-vous fait » murmura Frank.
Ce que vous m'avez forcé à faire, répondit Sarah. Vos hommes sont morts. Votre frère est mort. Vos mercenaires sont morts. C'est fini, Frank. Vous avez perdu. Vous les avez assassinés. S'exclama Jessie. Non, dit John. Nous les avons tués en combat. Ils sont venus attaquer Madame Brennan, arme à la main. Nous nous sommes défendus. C'est la loi. C'est la justice. Si vous voulez contester, nous pouvons aller chez le marshal maintenant. La main de Frank dériva vers son arme, mais Margaret leva son fusil. Non. S'il vous plaît, arrêtez. J'en ai assez de tuer. Nous avons tous assez souffert. Laissez simplement tout finir. Frank s'arrêta. Son visage se tordit de douleur, de rage et de défaite. Que voulez-vous? Demanda-t-il. Que vous partiez, répondit Sarah. Vendez ce ranch. Prenez votre frère. Prenez votre argent. Quittez ce comté aujourd'hui. Ne revenez jamais. Et si nous refusons? Murmura Jessie. Sarah le fixa, les yeux froids comme la glace de janvier. Alors nous vous tuerons aussi, et brûlerons ce lieu pour qu'on n'oublie jamais le nom de Garrison, sauf comme avertissement. Le silence tomba. Frank et Jessie se regardèrent, leur fierté, arrogance et cruauté consumées par la défaite. Combien de temps avons-nous? Demanda Frank. Jusqu'au coucher du soleil, dit John. Après cela, je ne peux rien promettre. Trop de familles que vous avez détruites. Partez maintenant. Vous pourriez survivre. Frank acquiesça. Nous partons. Je céderai le ranch à la ville. Mais j'ai besoin de votre parole. Votre parole, John Brennan. Vous ne nous traquerez pas. John réfléchit, puis hocha la tête. Vous avez ma parole, tant que vous partez et ne revenez jamais. Ils observèrent Frank et Jessie charger les wagons et s'éloigner vers l'est, vers l'Arkansas ou peu importe où vont les hommes brisés. Les derniers ouvriers se dispersèrent. Au coucher du soleil, le ranch Garrison était vide, fantôme de son ancienne puissance. Sarah resta à cheval, regardant le dernier wagon disparaître. Elle se sentait vide. La vengeance n'était ni douce ni satisfaisante. Tom était toujours mort. Le ranch, toujours taché de sang. Et elle était devenue ce qu'elle n'avait jamais voulu, une tueuse. « Ça va ?» demanda John. « Non », répondit Sarah honnêtement. « Mais un jour, peut-être, je me sentirai mieux. Tom serait fier. Tu t'es battu pour ce qu'il avait construit. Il faut du courage ou de la folie. Je ne sais pas. » Ils rentrèrent au ranch en silence. La terre restait belle, le ruisseau clair. Rien n'avait changé. Tout avait changé. Sarah descendit et se tint devant la maison que Tom avait construite. « Merci, dit-elle à John, d'être venu, de t'être battu et d'avoir tenu ta promesse. » Ils enterrèrent les morts dans un nouveau cimetière, sans marque ni nom, juste des tas de pierres pour se souvenir de la violence passée. La ville prit des mesures pour distribuer équitablement l'eau et les terres, empêchant les accaparements. 6 mois plus tard, au printemps, Rédemption Flat fleurit. Sarah observait le lever du soleil depuis sa véranda, ressentant quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas le bonheur, pas encore, mais la paix. La guerre était finie. La menace disparut. John apparut à ses côtés, plus lent, marqué par les blessures. « Je pense rester, dit-il. Si tu veux bien, aider au ranch, être le grand-père que les enfants de Tom auraient dû avoir. » Sarah sourit pour la première fois depuis des mois. « J'aimerais ça. » Tom aussi. Margaret Cole arriva, bras guéris. « Bonjour. Bonne nouvelle, le terrain voisin est à vendre. Je pense l'acheter. On pourrait partager les droits d'eau et construire quelque chose de plus grand qu'un simple ranch. » Sarah sentit un espoir fragile mais réel naître. Tom aurait aimé cette idée. « Alors faisons-le, dit Margaret. Construisons ce qui aurait dû être construit depuis des années. Un lieu où les gens bien peuvent prospérer, où les forts protègent les faibles. » John hocha lentement la tête. Cela prendrait du temps, mais cela en vaut la peine. 3 personnes contre la nature, contre le chaos, choisissant de bâtir plutôt que de détruire. Les cicatrices restaient. Les cauchemars aussi. Mais le lever du soleil et le vent rappelèrent que la vie continuait. Tom était enterré sur la colline, et Sarah lui parlait chaque soir. « Je l'ai fait, murmura-t-elle. J'ai protégé ce que tu as construit. Je l'ai et fait payer.
J'ai survécu. Et maintenant, cette terre sera tout ce dont tu as rêvé. Je te le promets. Le vent caressa les herbes. Sarah Brennan, veuve et guerrière, survivante et bâtisseuse, marcha vers sa maison. Vers la vie qu'elle avait défendue. Vers un futur incertain, mais possible. La guerre était finie. La tuerie aussi. Le vrai travail commençait maintenant. Vivre, guérir, devenir plus que la femme aux mains ensanglantées, devenir ce que Tom avait toujours vu en elle, la personne la plus forte qu'il ait jamais connue. On connaît désormais la femme qui allait porter son rêve plus loin. Elle trouva John dans la grange, réparant une selle, ses mains agiles bougeant avec la dextérité acquise au fil des décennies de vie à la frontière. « Tu sais, dit-il sans lever les yeux, Tom m'a écrit de ses projets pour cet endroit. Il voulait un jour construire une école, faire venir un professeur, donner aux enfants d'ici une chance d'apprendre. Il ne me l'avait jamais dit, probablement pour ne pas paraître trop ambitieux. Mais il rêvait grand. Il voulait que ce lieu soit plus qu'un simple ranch, qu'il devienne le point de départ d'une vraie communauté, d'une vraie ville. » John leva les yeux. Peut-être pourrions-nous encore réaliser cela en sa mémoire. Sarah pensa à une école, à une église, à plus de familles et de ranchs, à une ville où la loi aurait un sens, où des hommes comme les Garrison ne pourraient plus semer la terreur en toute impunité. Cela prendrait des années, et de l'argent qu'ils n'avaient pas, on trouvera une solution, dit-elle. Margaret avait des ressources, elle, et Sarah quelques économies cachées. De plus, il y avait de bonnes personnes dans le comté qui contribueraient si elles savaient que le projet était sérieux. Sarah sentit le rêve prendre forme, non pour remplacer ce qu'elle avait perdu avec Tom, mais pour bâtir quelque chose de nouveau, un mémorial vivant. Très bien, faisons-le. Construisons le rêve de Tom. Au fil des mois, ils travaillèrent sans relâche. Margaret acheta le domaine Henderson et fusionna ses activités avec celles du ranch de Sarah. Ils embauchèrent des hommes de confiance, travailleurs et honnêtes. Robert Finch devint le contremaître de l'exploitation combinée, supervisant les drives de bétail et coordonnant les ranchs voisins. La ville se développa. De nouvelles entreprises ouvrirent, une véritable école fut construite et une enseignante de Saint-Louis arriva, Rebecca Harris, jeune veuve ayant perdu son mari à la choléra, cherchant un nouveau départ. Elle et Sarah devinrent amies, unies par la perte et la volonté de construire quelque chose de bien. Marshal Wheaton prit sa retraite et la ville élut un nouveau marshal, James Cooper, ancien officier de cavalerie de l'Union, qui connaissait John pendant la guerre. Cooper était juste mais ferme, prêt à faire respecter la loi même face aux hommes puissants. Les jours où les Garrison régnaient par la peur et la violence étaient révolus. Sarah devint un pilier de sa communauté. On venait la voir pour des conseils, pour arbitrer des conflits ou pour obtenir de l'aide. Elle n'avait jamais recherché ce rôle, mais il s'imposa à elle. La veuve qui avait tenu tête aux Garrison devint un symbole de courage, de justice ou simplement de refus obstiné d'être brisée. Elle faisait encore des cauchemars, se réveillait parfois le cœur battant, la main sur le revolver à côté du lit, revoyant les visages des hommes qu'elle avait tués à Devil's Canyon. Mais il y avait aussi de bons jours, où elle riait avec Margaret autour d'un café, où elle voyait les enfants jouer dans la rue et imaginait l'avenir. Le poids de ses actions semblait parfois supportable. La santé de John déclina lentement. Ses vieilles blessures ne guérissaient jamais complètement. Il bougeait plus lentement, se fatiguait plus vite, mais semblait satisfait. « J'ai 73 ans, dit-il un soir à Sarah. J'ai vécu plus longtemps que je n'en avais le droit, j'ai vu plus, fait plus, survécu à plus que 10 hommes réunis. Et maintenant, je termine mes jours à aider à bâtir quelque chose de bon, à poursuivre ce que mon fils a commencé. C'est plus que ce que je mérite. »« Tu mérites la paix, » répondit Sarah. « Peut-être, mais je me contenterai d'un but. Cela suffit. » 1 an après la bataille, un soir de printemps, Sarah se tenait sur la colline près de la tombe de Tom. La ville s'étendait en contrebas, les lumières commençant à scintiller. On entendait la musique du saloon, les rires dans la rue, la vie normale continuant. Margaret la rejoignit en silence. « Tu l'as fait, dit-elle. Tu as sauvé cet endroit, nous avons tous été sauvés. »« Vraiment ?» demanda Sarah. « Les Garrison auraient pris mon ranch ensuite, puis un autre. Nous les avons arrêtés. Tous ensemble. Mais tu as mené. Tu as pris les décisions difficiles et payé le prix. » Margaret fit une pause. Tom serait fier. Sarah sentit les larmes couler. « Je l'espère. »
Où qu'il soit, j'espère qu'il sait ce que nous avons bâti et ce que nous continuons de bâtir. 2 ans après Devil's Canyon, Sarah Brennan, assise sur sa véranda, contemplait le coucher du soleil. Le ranch prospérait, la ville aussi. L'école comptait désormais 30 élèves, une église se dressait sur Main Street. De nouvelles familles arrivaient chaque semaine, attirées par la réputation de Redemption Flat comme lieu sûr et juste. John était décédé 6 mois plus tôt, paisiblement dans son sommeil, enterré aux côtés de Tom. La moitié du comté assista à ses funérailles, louant son courage et son rôle dans la fin de la tyrannie des garnisons. Mais Sarah se souvenait de lui différemment. L'homme âgé qui était apparu quand elle avait le plus besoin, qui avait combattu à ses côtés et était devenu la famille qu'elle avait perdue. Les ranchs de Margaret et de Sarah fusionnèrent officiellement, devenant la plus grande exploitation de 3 comtés, employant 40 hommes et gérant 5000 têtes de bétail, tout en servant de moteur économique pour Redemption Flat. Mais plus important que le business était ce qu'elles avaient construit ensemble, un modèle de coopération et de solidarité. Sarah ne se remaria jamais. Certains en ville se demandaient pourquoi, mais elle n'avait aucun intérêt. Tom avait été son amour, ce chapitre était clos. Maintenant, elle avait un autre travail. Construire, diriger, façonner l'avenir. Cela lui suffisait. Elle pensait souvent à la violence, aux hommes qu'elle avait tués, et se demandait s'il y avait eu une autre solution. Elle ne le saurait jamais vraiment, mais une chose était certaine, le rêve de Tom vivait. Le ranch survivait, les bonnes gens prospéraient, et les garnisons avaient disparu. Si tout cela avait nécessité du sang, si elle avait dû devenir quelqu'un qu'elle n'avait jamais voulu être, alors ainsi soit-il. Elle avait payé le prix et le paierait de nouveau si nécessaire. Alors que la nuit tombait, Sarah rentra chez elle, prête à affronter de nouveaux défis. Un différend sur l'eau, un drive de bétail, une réunion du conseil municipal. Le travail ne finissait jamais, mais c'était un travail noble et porteur de sens, le genre de travail qui transforme la nature sauvage en civilisation. Elle s'arrêta devant la photo de Tom sur la cheminée, caressant doucement le cadre. « Nous l'avons fait, mon amour », murmura-t-elle. « Nous avons construit tout ce que tu voulais, et je continuerai tant que je respirerai. C'est ma promesse. » Dehors, le vent sifflait à travers l'herbe et les étoiles brillaient dans le vaste ciel texan. Sarah Brennan, veuve autrefois effrayée, pilier désormais de sa communauté, s'installa pour la nuit avec la paix méritée, durement acquise mais réelle. La frontière changeait, devenait plus douce, plus civilisée, et elle avait contribué à cette transformation. Qu'importe le coût, cela en valait la peine. Me ajudou. Sua força me permitiu fluir Rubrânia e não me perder completamente no ódio. Você está vivo porque eu usei parte da minha alma para proteger a sua antes da corrupção completa. Eu estou viva porque você me acolheu e me ofereceu um espaço para ter um lar quando todos mantinham distância da nova eu. Você recolheu os meus cacos. Sempre um pelo outro. Essa é a nossa história. Abre aspas. E sente falta da dança desses dois, de seus risos entre batalhas, da forma como olhavam um para o outro quando tudo parecia ruir. Suas mãos unidas valiam mais que tratados, mais que promessas, mais que exércitos, valiam tudo, porque o amor vale tudo. É o único escudo que não se quebra e a única arma que não sangra. É o que nos faz levantar mesmo com o corpo quebrado e seguir, mesmo que seja só por mais um passo. E o que dá nome às coisas quando todas as palavras parecem ter fugido. E foi esse amor que fez deles irmãos, e mais que isso, almas gêmeas numa missão de consertar o que os outros preferiam abandonar. Fecha aspas. Irmão, me ajuda a lutar de novo a batalha que antes perdemos. Segura na minha mão e tenta de novo por nós dois, por nossa irmã, por nosso amigo e nossa amiga. Por todos aqueles que ainda vão morrer no caminho e mesmo assim ainda não pararam de tentar. Cada um, da sua forma, vai proteger o amor que guarda dentro de si. Juntos nós vamos finalmente encontrar a nossa liberdade. Abre aspas. Eram explosão e propósito, caos e sentido, destruição e cura. Onde caminhavam, deixavam rastros de energia bruta, mas também sementes de algo infinitamente maior, o amor. Abrace a sua disciplina, o seu coração limpo, o seu propósito. Eu vou abraçar o fervor, a explosão, a destruição. Mesmo que A Dupla Atômica seja um conto de Arcânia escrito há muito tempo, é um conto que sabia exatamente onde nós iríamos chegar. Não importa qual fluxo escolhermos, sempre carregaremos nosso amor como parte mais importante da nossa alma. Não desista, eu estou aqui por você.
Caralho, meus pés grandes da porra. Não dá pra botar girassol nesse vaso, tem que ser no vaso grande, né? Pera aí, então. Deixa eu ver. Não é esse. Eu posso pegar um... Como é que é o nome da amarelinha pequena tradicional? É uma... A poula é a vermelha. É uma... Ai, é um dente de leão. Que isso? Tu não tem dente de leão? Ô, irmão, que pobreza. Eu trago um pra você. Que isso? Não seja por isso. Eu vou lá buscar um rapidinho. Porra. Oxi. Quem botou um vaso aqui? Mas não dá pra botar o girassol nesse. Não dá pra... não dá pra botar... Oi, filha. Nesse dá pra botar o girassol. Obrigada. Filha, por acaso, assim, no seu... Na sua enorme cabeça espiritual, assim, você ouviu eu lendo esse livro? Não? Você quer ler ele? Eu te dou uma cópia dele pra você ler depois, então. Vou deixar isso aqui pro Gabi. Vem cá, sobe nas minhas costinhas, meu amor. Eu tenho mais um lugar pra ir. Infelizmente ou felizmente. Ai, eu esqueci que ela não vem junto. Aí veio. Maldito portal. Esse aqui eu só vou ler pra ele aqui. E depois eu vou levar comigo. Porque, né? Oi, amigo. Esse diário eu escrevi uns dias atrás, mas eu não tinha lido pro Matt ainda, então eu vou ler pra ele. Diário 3 de atualizações pra vocês. Celine, Fan e Matt. Nunca consigo colocar em palavras a falta que o meu melhor amigo me faz. Pareço disco arranhado quando decido escrever pra você, Matt. Mas, como você já deve saber, esta é uma carta triste. A presença da Fan e da Celine aí com você diz muito, né? Por favor, avise a minha irmã que nada foi culpa dela e que agora ela pode finalmente descansar. Eu imagino que ela deva ter procurado uma saída durante um tempão pra contornar isso e tentar, de alguma forma, salvar a gente, né? Tá tudo bem, Fan. Descansa. Celine, me perdoa por não ter estado por perto pra te dar um último adeus. Você foi uma das pessoas mais iluminadas que eu tive o prazer de conhecer, e o céu deve estar vibrando com o encontro entre o meu sol e a minha estrela que se montou aí. Vocês duas, por favor, tomem conta do pequeno Matt pra mim, tá bem? Ao que tudo indica, as coisas aqui ainda vão demorar. O Gabi está trabalhando na